Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode bonus qui va nous aider à clôturer l'année. Merci à toutes d'abord de nous avoir suivis et écoutés pendant toute cette année. Comme vous le savez, ce dernier épisode est un peu et à la fois très bien reçu et en même temps moins, parce que c'est aussi le dernier épisode de l'année 2024 qui annonce notre petite pause du mois de janvier. Ou ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser seul, on vous remettra des anciens épisodes, on continuera d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux, mais un petit peu moins activement qu'on le fait actuellement, parce qu'on se prépare au premier semestre 2025. Voilà, et on se disait que pour clôturer l'année, pourquoi pas ne pas parler d'un sujet qui fâche sans fâcher à l'aube de son 5e anniversaire. On se disait que c'était une bonne chose de faire un petit l'apocalypse. Un petit bilan. Nous allons vous parler de cette année qui est noire dans les livres d'histoire, 2020, et le Covid. Bonne écoute. Non, mais vraiment, parlons-en vite. Passons à autre chose. On voit que Ndaya est en pleine forme. Tout va bien. Mais ouais, voilà, en fait, on a tous vécu 2020 un peu de façon différente. Vous avez fait un épisode par rapport à ça il y a quelques années. Et on s'était dit que pour clôturer l'année, quoi de mieux que de se faire un peu une petite introspection, de se dire, ah bah voilà, il s'est passé ça en 5 ans, qu'est-ce qui a changé? Qu'on a gardé du temps d'avant? Qu'est-ce qu'on a arrêté? Face à quoi tout ça nous a mis? Et comment on gère tout ça, parce que quand on a été atteint de quelque chose, on voit pas toujours les effets tout de suite. Parfois ça prend quelques temps. On peut se faire opérer du genou, après l'opération tout va bien, et puis au bout de quelques années on se rend compte que quand il commence à pleuvoir, notre genou tire un petit peu. On se dit ça c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Voilà, donc 2020, contexte, notre chère Ndaya venait à peine de partir s'installer en Angleterre quand le Covid a frappé. Moi, j'étais toujours en France, à Paris, dans mon ancien boulot, dans mon très grand appartement qui, je pense, était une bénédiction pour vivre cette période, parce que du coup, j'avais pas cette sensation de une pièce. Non, mais tout n'importe. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrivait chez toi et disait mais c'est trop grand. Pourquoi t'as pris un truc aussi grand? Mais et toi tu disais non, c'est pas trop grand, regarde, parce que regarde, si tu regardes ici, je mets juste mes habits, et là si tu regardes ici, je peux mettre un bureau, et puis elle avait toujours des explications. Je justifiais très bien elle mon truc. Elle avait tout le temps des explications, mais regardez, la preuve qu'elle était dans un truc qui était trop grand, c'est que pour trouver la table à dîner qu'il lui fallait... Oh waouh. On va parler de cette table, cette merveilleuse table La table à dîner qu'il lui fallait, je crois que c'était une table 20 places. Non. Alors là, Ndaya exagère, c'était pas du tout... Elle était immense, la table. Mais elle était immense. La table était immense, elle pesait genre 50 kilos et tout. Non. Alors c'était une table que l'on pouvait étendre pour si jamais on faisait des dîners, etc. Ça, j'ai gardé ça de ma très chère mère, qui l'aspect un peu convertible des choses, c'est que tu le mets d'une certaine façon. Non, mais pour les gens qui ont regardé Game of Thrones, c'était la table du conseil. Avec les grandes chaises aussi, tu les tires. Quand tu les tires sans soulever, ça fait du bruit. Oh là, tu vois, c'était comme ça. T'abuses. Mais c'était au moins sans exagérer, je pense que c'était une 12 personnes. Voilà, je pense que c'était t'as dit 20. Mais en fait, ce qui est vrai, c'est que le fait que j'ai un appartement assez grand, ça m'a permis d'avoir une chambre et d'avoir un bureau et de pas utiliser ma salle à manger comme un bureau, etc. Et en plus, comme j'étais vraiment en télétravail, c'était cool de se dire que le matin, je me réveille, je prends ma douche, je prends mon petit déjeuner, je fais mon petit truc tranquille et ensuite je vais dans mon bureau pour travailler. Ça me permettait en fait de séparer les choses, parce que honnêtement aujourd'hui, où je suis dans quelque chose d'un peu plus petit, où les espaces ne sont pas si bien définis, parfois pour se lancer c'est compliqué. Quand t'es en télétravail à la maison, quand t'as vraiment pas un espace qui est dédié à ça, c'est un peu compliqué quoi. C'est vraiment... Ouais, je comprends. C'est vrai que ça te crée une routine de savoir que à tel moment de la journée t'es censé être dans telle pièce et pas ailleurs, et puis... C'est ça, et puis surtout qu'on était dans une période où on avait le droit de sortir juste
1 heure par jour. Ouais, un truc comme ça. C'était important. Non, mais c'était un truc complètement ridicule. Après, la chance que j'avais, c'est que j'avais un balcon assez grand. Donc, ce qui fait qu'il y a des moments, tu vois, tu peux profiter de dehors. Parce qu'en plus, il y a un moment donné, on était en confinement, mais il y a 1 ou 2 semaines où il a fait tellement bon et tellement beau que tu te dis, en fait, si j'étais enfermée dans mon appart sans balcon, sans pouvoir profiter de l'extérieur, mais j'allais péter les plombs. J'allais vraiment péter les plombs, quoi. J'imagine même pas, ouais, c'est vrai. Donc, je me dis... Parce qu'en plus, j'aimais pas forcément, tu sais, ce truc d'aller faire les courses avec un masque, faire la queue devant les magasins, les machins, tout. J'aimais vraiment pas ça. Donc, il y a beaucoup de choses... En fait, toutes nos interactions, elles étaient vraiment anxiogènes. Ouais, c'est ça. Tout ça, là, c'était vraiment désagréable. Tout était devenu désagréable à faire. Ouais. C'est ça. Et le fait d'aller faire ses courses, tu te fais livrer, mais t'as l'impression que tous les meubles sont en train de te dire « Ah, c'est elle qui nous a apporté le virus. » Bah non, désolé, je suis désolée. Vous allez vous descendez dans le parc qui est pas très loin, promenez votre chien. Tout le monde était devenu des très grands sportifs. J'ai jamais vu autant de coureurs dans les rues. C'était vraiment un truc, ça rendait les gens complètement malades, tu vois. Enfin, moi, je me souviens qu'on faisait des apéros au travail à distance, on mettait des caméras, chacun se mettait de son côté. Je me dis, mais qui fait ça ? Qui fait ça, à part ceux qui sont en relation longue distance pour avoir un certain sentiment de normalité, mais faire ça avec ses collègues aujourd'hui, tu me dis ça, je te dis mais non, jamais de la vie, ça fait pas de sens, ça fait vraiment pas de sens. Le truc qui était bien par exemple pour moi, c'est que j'avais 2 potes avec qui j'allais au sport et une avec laquelle où c'était vraiment très difficile parce qu'on avait des emplois du temps complètement différents. Mais là, pour le coup, on arrivait toutes les 2 à se connecter à une certaine heure. On se disait, on va faire tel truc à telle heure. Et on se connectait toutes les 2. On se motivait, on mettait la même vidéo, on commençait, on faisait en même temps. Tu es là, tu souffres, tu vois ta pote souffrir. Et à la fin, t'es là, tu dis, bon ok, super, merci. Bon, allez, on se voit dans 2 jours. Allez, bye. Allez, bye, tu vois. Mais c'est des trucs que, tu vois, on n'avait pas l'occasion de faire en vrai parce qu'il y a toujours un truc de, ah non, je suis désolée, j'ai une urgence au taf, je pourrais pas être là, je pourrais pas machin, etc. Donc ça, c'est vrai que c'était assez cool. Je sais aussi que j'ai énormément cuisiné et j'avais des lubies. Ouais, j'avoue. C'était un truc de ouf. Il y a des moments où je voulais faire des nanos Attends, mais moi, c'est là que j'ai découvert ma recette de cinnamon rolls. Voilà. C'est là que j'ai vraiment parfait ma recette de roulé cannelle. C'était waouh. C'est ça. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais chez Ndaya, je dis s'il te plaît, je peux avoir un cinnamon roll. S'il te plaît. Là, j'en ai fait pour Noël. Ouais. Ça faisait tellement longtemps, je me suis dit bon allez, je vais en faire pour le matin de Noël. Ils étaient trop contents les enfants. Puis ça diffuse un cinnamon roll avec tous mes microbes. Délicieux. Mais non, mais tu vois, c'est ce genre de trucs. J'avais des envies de nano-fromage. J'avais décidé que j'allais apprendre à faire des nano-fromages. Après, la semaine d'après, je me suis dit, je vais apprendre à faire des tortillas, des quesadillas avec des tortillas maison. Non, mais quelle époque! J'ai envie de faire des sushis, mais je les ferai bien moi-même. Hop, tu t'apprends, tu t'entraînes, tu dis, c'est délicieux. En fait, je sais pas. De toute façon, j'ai tout le temps du monde, tout est fermé, qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai jamais eu autant d'argent dans mes comptes. Tu sais, de l'argent qui stagne. Alors, parce pas que moi. tu vas le dépenser dans quoi? Alors... Enfin, tu vois, je me disais, j'étais vraiment dans un truc où je pense que avant que le premier confinement soit annoncé, les premières boîtes qui avaient mis en place le télétravail complet, c'était Google. Mm-hmm. Et en fait, là, dans mon travail, il y avait des personnes qui connaissaient des gens chez Google. Mm-hmm. Et on leur avait dit qu'ils allaient être en télétravail pour les prochaines 2 années. Ce qui fait que nous, avant même qu'on soit confinés, on savait tous au travail, on se disait, en fait, au moment où le go va partir, ce sera un truc qui sera sur du long terme. Donc dans ma tête, j'étais pas dans un délire où je me disais, j'ai de l'argent en excès, je vais acheter des trucs sur Asos ou quoi, parce que ça avait aucun sens. Je me dis, je vais les acheter pourquoi? Genre, le seul vêtement que j'ai acheté pendant cette période, c'était un peignoir. Histoire de bien genre un bon peignoir de qualité. Genre, c'était ma pièce fashion, quoi. Le peignoir de qualité et tout. Mais, donc, tu vois, mon argent, c'était dans les courses de tous les jours. Et je pense que le luxe qu'on a vécu, c'est que toute la période printemps-été, et tous les matins, on se disait, on va faire une salade de fruits, mais genre, tous les fruits exotiques là, que tu vas t'acheter, qui vont te coûter cher dans les barquettes déjà prédécoupées, là, on allait se faire ce genre de plaisir. C'était mes plus grosses dépenses. Donc, au final, l'argent, tu vois, les bourses, elles se vidaient pas tant que ça. Hein. Écoute, moi, c'est le complet opposé. Je pense que
à un moment donné, j'ai dû me dire, mais madame, gère-toi parce que tu peux pas, en fait, dépenser autant d'argent. J'ai trouvé toutes les raisons possibles et inimaginables de refaire mon appartement. Donc j'avais des livraisons de meubles, j'avais des livraisons de plantes. À un moment donné, enfin mon salon et ma salle à manger, c'était devenu une jardinière, une serre parce qu'il y avait des plantes partout. Cool. Je me disais je vais faire la peinture de tel mur, donc tu achètes le truc. Après tu dis je vais percer tel mur, je vais faire ça. J'ai pas de perceuse, faut que j'achète une perceuse, je peux pas aller l'emprunter aux voisins, ça serait bien me donner le Covid. C'est un bon début. Et donc tu te dis ça, après tu te dis je vais changer telle commode, je vais installer tel truc. Et en fait, et même au niveau, tu vois, des influenceuses ou des choses comme ça qui te disaient faut acheter tel truc, tel vêtement, tel maquillage, c'est vrai que tout le monde s'est reconverti au lifestyle, en fait, pendant cette période. Beaucoup d'influenceuses se sont dit, maintenant, on va faire du lifestyle, on est à la maison. Exactement, je regardais... Bon, déjà qu'à la base, j'aime bien les émissions de quand tu remodèles des maisons, que tu fais des trucs, les émissions un peu genre tel espace, les rois de la réno et tout. Voilà, j'aime bien regarder ça de temps en temps. Donc tu te dis plutôt que de passer mon temps libre à jouer aux Sims ou à être au téléphone avec des gens où finalement vous vous appelez tous les jours mais il se passe rien, ou passer tout mon temps devant la télé, je vais essayer de faire un peu d'activité manuelle. Donc c'est pour ça aussi que j'avais maintenu le sport. J'avais repeint 2-3 pièces de l'appartement, j'avais finalisé des trucs dans des pièces, etc. Parce que je me dis, en fait, puisque je vais rester chez moi parce que nous, on nous a d'abord annoncé 2 semaines, après on a annoncé 3-4 semaines, et puis après ça a été prolongé, et je sais plus comment, mais j'avais eu l'information que, grosso modo, les 6 prochains mois, en fait, ça va pas bouger, quoi. On va pas retourner au bureau, ou si on retourne au bureau, c'est par des demi-journées, il faut pas se croiser, enfin, c'était tout un truc. Je me suis dit, comme c'est là, autant que je me sois vraiment bien chez moi. Et l'autre truc aussi tout bête dans lequel j'ai dépensé beaucoup d'argent, c'est que quand tu veux tout faire maison de ta nourriture, il y a des trucs que tu as besoin d'acheter, que c'est un certain investissement au début, tu vois. Tu te dis, là j'ai envie de faire tel truc, s'il faut une huile particulière pour faire ce truc-là, t'es obligé de l'acheter cette huile-là. Parce que sinon, tu peux pas finir la recette, ou si tu fais un truc de remplacement, des choses comme ça. T'achètes une grosse bouteille d'huile de sésame, alors que tu sais que tu vas pas utiliser d'huile de sésame tous les jours. Voilà, exactement. Il en faut pour la recette. Heureusement que mes obsessions, elles durent 1 mois. Parce que du coup, tu te dis, l'achat est rentabilisé, tu vois. Mais à un moment donné, je sais pas quoi, je pense qu'une fois, j'avais commandé une nouvelle perruque, et j'étais trop contente, ma perruque, elle était trop belle, etc. Je me suis dit, mais meuf, tu t'es fait faire une perruque sur mesure, elle est arrivée à la poste, t'es excitée comme une puce, mais tu vas aller où? Tu vas aller où? Zoom, sur Zoom. Ouais. Non, mais... Et donc, du coup, l'avantage, c'est que j'avais appris à bien placer ma perruque pendant ce temps-là, parce que j'avais le temps. Je m'étais remise au maquillage parce que j'avais arrêté de faire du maquillage. Donc, voilà, j'avais fait du tri dans mes vêtements. Mais tu sais, t'as une énergie parfois où tu te dis... En fait, moi, mon énergie, elle était un peu destructrice pour mon portefeuille. Moi, je sais pas si c'était... une énergie ou si c'était on cherchait tous à faire passer le temps et en fait on voulait tous être distraits, quoi. Et ça devenait vraiment difficile parce que même en termes d'entertainment, à un moment donné on est confinés, donc les acteurs aussi sont confinés, les screenwriters aussi sont confinés, donc à un moment donné, même en termes de contenu, t'allais recycler du contenu qui avait été créé avant, ou alors t'allais regarder des séries où dans les séries ils allaient parler du Covid. Et moi franchement ça c'était le truc, j'avais envie de me tirer une balle. Ah oui, moi je me disais, mais les gars, moi j'ai envie de regarder un truc, j'ai envie de rire, j'ai pas envie de voir des gens porter des masques et parler de distance, c'était pas possible. C'est ça, et puis t'avais le côté hyper anxiogène des infos que j'ai arrêté de regarder encore une fois à l'époque. Je ne supportais pas quand il faisait beau entendre mes voisins applaudir le personnel soignant, parce que quand tu vois, en ayant travaillé dans des hôpitaux, machin et tout. Il y avait des casseroles. Les casseroles, comment les gens traitent les soignants, et de là, l'hypocrisie du jour au lendemain, c'est des héros, ouais. Ouais, l'hypocrisie du truc, que tu te dis, mais en fait, je mais non, mais t'en fais pas, t'as raison. Ils sont redevenus des connards maintenant. Non, mais tu sais, si je vais pas participer à ça, et pour avoir des membres de ma famille et des amis qui sont dans le milieu hospitalier, ou les grandes déclarations qu'on faisait aux infos, machin, mais que quand tu vois l'état de l'hôpital et des centres de santé en France aujourd'hui, tu te dis, mais c'est du foutage de gueule. Rien ne s'est amélioré. Ça s'est même empiré. Ouais. En fait, en préparant cet épisode avec Ndaya, on se disait que en 2020, ça serait la pire année, on pouvait pas connaître pire. Bienvenue dans l'apocalypse.
Parce que tout ce qu'on ne pouvait pas imaginer qui pourrait se passer, il y a certaines choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. On se dit, mais est-ce que c'est une blague ? Est-ce que c'est une blague ? Tu sais, j'ai réfléchi à plein de tournants comme ça. J'étais en train de chercher, en fait, ces petits tournants, ces marqueurs dans nos vies qui étaient des signes annonciateurs, tu vois. Que les temps allaient changer. Et en fait, ça me fait tellement rire parce que je me rappelle à chaque fois quand il y avait eu toute cette euphorie autour du calendrier Maya, et le 12 décembre 2012, on pensait que la Terre allait cesser de tourner, etc. Et elle a continué à tourner, et moi je pense vraiment qu'elle aurait dû s'arrêter. Je me rappelle, j'en avais discuté avec mon mari, et je lui disais, je pense qu'elle devait s'arrêter ce jour-là, et il y a eu un bug, je sais pas quel bug il s'est passé, elle a continué à tourner, mais depuis cette date, elle tourne n'importe comment, Néné. N'importe comment. Moi, je pense qu'elle... Mercure rétrograde depuis 14 ans. Non, moi, je pense que... Tu sais, c'est comme les DJ quand ils veulent changer de musique et tu vois qu'ils scratchent un peu les platines. Exactement. Moi, je pense que 2012, ça a fait... ça fait... Quand les Mayas, ils nous avaient dit que l'an 2000, ça serait la fin du monde... Ils nous avaient prévenu. On nous a dit, on vous laisse un répit jusqu'à 2020. Préparez-vous parce que ça arrive. Nous autres, on n'a pas écouté. On a continué de vivre, etc. Et en fait, gang. C'est abusé. Nous voici aujourd'hui en fait, 2025 avec tous ces trucs-là. C'est vraiment dans le sens où, genre, qu'est-ce qui s'est amélioré ? Et je cherche et tout, genre, qu'est-ce qui s'est amélioré ? À part la technologie. Qu'est-ce qui s'est amélioré humainement ? Il y a rien. Mais même la technologie, moi, quand je vois tous ces trucs d'intelligence artificielle, ça me fait flipper. Les gens qui utilisent ChatGPT tous les jours, comme s'ils disaient « Hey Siri, machin truc », ça me rend... Mais ChatGPT comme ton pote ? Comme ton pote. Parce que j'ai vu que maintenant tu peux utiliser ChatGPT comme ton psy et tout. Ouais, je pense que ça a ses limites, hein. Les gens exagèrent un peu. Non, moi là, tu vois, mais ouais, tu vois, il y a pas, en fait, il y a pas un seul aspect de l'évolution là qui est rassurant. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve triste. En fait, et en plus, je me rappelle que quand le premier confinement a eu lieu, et franchement, il y avait des trucs qui me faisaient tellement rire sur Instagram. Il y avait des gens qui te sortaient des poèmes du style. Et si ce confinement était un grand reset pour nous réapprendre à comprendre l'importance de qu'est-ce qui compte le plus dans ce monde, à savoir la nature. Il y avait des délires où les gens ils faisaient des montages, ils disaient oui, grâce au manque d'interaction humaine avec la nature, on a aperçu une baleine dans la Seine et tout. J'aimais trop ces histoires-là, ça me faisait tellement rire quand les gens ils disaient « Regardez comment l'eau est pure depuis qu'on n'est plus en mesure de travailler et de polluer cette planète, etc. » Et en fait, moi j'ai toujours été pessimiste de nature, mais cette période, il y avait tellement de gens qui pensaient vraiment qu'il y aurait un après-Covid et que ce serait une sorte de leçon de vie universelle qui nous aura tous rendus meilleurs, genre de meilleurs êtres humains, beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus connectés, beaucoup plus aimants, etc. C'est faux. Alors qu'on est sorti de là, et j'ai l'impression, après moi j'invente des stats, ma spécialité, recrudescence du crime, tous les indicateurs sont au rouge. Voilà, tous les indicateurs ont explosé, donc il y a des gens qui attendaient juste de sortir pour péter les plombs. Alors, moi, franchement, c'est trop dommage. Pour donner un peu plus de véracité à tes propos, que tu aurais soi-disant inventés, mais je vais les ajouter des arguments à cela. Donc, on a le Covid et tout, on sait qu'il y a des viols, qu'on parle du viol conjugal, on parle des agressions sexuelles, du truc qu'on met dans les verres des gens, des jeunes filles, etc. Il y a une époque, et je pense que c'est après le Covid, quand on a recommencé à sortir, où il y a eu une épidémie je sais plus c'était quoi le nom de la drogue, c'était pas du GHB, c'était un autre truc qui... il y avait un autre truc qui endormissait. Qui rendait les filles complètement inconscientes,
qui rendait complètement inconsciente, et on disait oui, c'est bien beau, le monde est à nouveau ouvert, mais prenez soin de vous. Et toutes les histoires de seringues où tu t'assois sur une chaise, où tu te fais piquer par une seringue, ou des machins, où il y a eu toute cette période où, tu sais, quand les gens ils ont été enfermés, quand ils sont ressortis, t'avais l'impression que c'était comme dans le film là où, tu sais, t'as une journée où tu peux faire tout ce que tu veux. La purge. Voilà. Et donc t'avais vraiment ça, et puis t'as les gens qui allaient au festival, qui se faisaient piquer, qui retrouvaient des trucs, qui disaient ah mais faites attention machin, etc. Donc il y a eu toute cette période là où en fait il s'est passé plein de trucs. Après je dirais qu'on a eu une petite accalmie, mais je mets vraiment des guillemets parce que c'était pas le cas. Et puis donc là cette année on a quand même vécu on a suivi, comme beaucoup de personnes du monde entier, l'affaire des viols de Mazan, où tu te dis non mais quand même ça c'est chaud, il y a quand même des gens qui ont fait ça, le nombre de personnes, etc., peine exemplaire, machin et tout, on se dit ah quand même ça rassure. Et puis en même temps c'est une affaire exceptionnelle pour qu'aujourd'hui avant d'enregistrer, on se dit non ça va changer les choses, exactement, la parole. Voilà, pour qu'aujourd'hui avant d'enregistrer cet épisode, je découvre qu'il y a un réseau Telegram, un groupe sur un réseau Telegram international, international, où il y a 70 000 personnes qui s'échangent des infos sur comment agresser des femmes, comment les droguer, qui demandent des dosages et qui passent des commandes en disant j'aimerais faire ça, 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 ça. Qu'est-ce que vous pensez qui serait la meilleure méthode et où est-ce que je peux trouver les produits? Voilà. Et donc, une fois de plus, la solidarité masculine, c'est quelque chose. Voilà. Voilà. Et quand tu te dis... Vraiment, c'est sans égal. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que on est arrivé au Covid, on s'est dit, mais il n'y aura jamais pire. Il n'y aura jamais pire que cette épidémie. C'est un des plus gros trucs qu'on ait connu. Puis après, tu as le Mpox qui sort de nulle part. Là, il y a une autre maladie qui commence à faire des morts qui est non identifiée. Tu as la guerre en Ukraine qui est déclenchée. Ça fait 2 ans que cette guerre est déclenchée. 2025, ça fera 3 ans. Tristement. Les trucs entre Israël et la Palestine. Et tu te dis, moi, quand je pense juste déjà à l'Ukraine, quand on prend l'Ukraine, je me dis, ça fait 2 ans que tu bombardes un pays qui est si petit, mais qu'est-ce que tu continues de bombarder, en fait? Parce qu'au bout de 2 ans... tu te posais cette question, et après, il y a eu Palestine, et là, tu te dis, ah ouais, non, mais là, c'est vraiment petit. Genre, tu bombardes quoi encore? Tu bombardes quoi encore? Ça fait un an non-stop qu'ils sont en train de bombarder. Ça fait des années que nous, on est exposés à des images de génocide, donc on est complètement désensibilisés. Et voilà. Parce qu'on n'arrête pas de voir des images de plus en plus gore. Voilà, et des trucs où tu te dis, ça fait 70 ans que ça dure. À l'est du Congo, le génocide, les déportations des familles, les viols que les femmes subissent, les agressions et les violences qu'elles subissent. Quand tu mets ça en parallèle avec tous les débats que tu entends des politiciens congolais, franchement, ça me donne envie de m'arracher les cheveux des fois, parce que tu as l'impression qu'on est dans une... on est dans une télé-réalité ou on est dans une simulation, je comprends pas. Non, mais en fait, la simulation, le but du jeu, c'est de voir qu'est-ce qu'on est capable de supporter. Parce qu'on te dit, dans ce même pays, il y a des gens qui continuent d'être violés, massacrés, sans raison. Genre, c'est des victimes collatérales. Et t'as des politiciens qui continuent à faire de la joute verbale sur attention... nous, on va défendre le pays comme ça, hein, mais nous, on va être comme ça. Mais nous, attention, si il se passe ça, et machin truc, et à la moindre escarmouche, machin, et il se passe rien. Il se passe on est vraiment en train de se regarder, genre, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça. Et je reposte, je fais quoi? Je fais une vidéo, j'en parle, j'envoie de l'argent dans les différents trucs où je peux donner des sous. Qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est ça. On est téléspectateur d'un truc malgré nous. Et c'est ça. Et après, tu sais, quand tu es... Parce que moi, j'avais eu ce débat-là avec une amie quand il y avait... quand la guerre avait éclaté en Ukraine, qui me disait, oui, mais il faut se mobiliser, il faut machin, etc. Et c'est vrai que quand tu parles avec des personnes, tu te dis, oui, mais en fait, moi, il se passe déjà quelque chose chez moi auquel je suis exposée depuis des années et qui, pour moi, prend toute mon énergie. Je pense que c'est pas forcément bon de courir tous les lièvres à la fois. Parce que, j'ai pas les moyens financiers de tout faire en même temps. Et en même temps, si je peux gérer la dose d'informations négatives que je peux avoir dans ma vie, même si ça me fait mal au cœur, je vais la concentrer sur les miens et essayer de trouver des moyens d'action pour faire en sorte que ça aille mieux.
pour chez moi d'abord. Et je suis désolée, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est pas que je vois les Ukrainiens, ça me fait pas de peine, ça me fait tout autant de peine, mais mon énergie, je la mets ailleurs. Et quand tu vois le traitement de l'information entre ce que peut vivre un Ukrainien, ce que peut vivre un Palestinien et ce que peut vivre un Congolais, là on te dit, on mobilise les gens, on mobilise des bus, on leur dit de venir, mais venez, on vous accueille à bras ouverts, etc. etc. D'un coup là on comprend tout de suite ce que ça veut dire d'accueillir des étrangers et tout dans la peine. Et évidemment, coup, mais on comprend, ça fait sens. Et quand mais c'est vrai pour que le traitement médiatique est complètement différent. Tu vas dire à des collègues, il se passe la même chose au Congo ou au Soudan, ils vont dire ah bon ? On n'était pas au courant. Et l'autre chose, c'est que je parlais avec une amie qui a vécu pendant très très longtemps en Australie et qui m'expliquait en fait ce que vivaient les populations aborigènes en Australie. Et tu te dis, mais en fait, si toi t'es pas là-bas, tu peux pas savoir ce qui se passe. Parce qu'en fait, si t'as pas quelqu'un qui te dit, mais en fait, il se passe ça, ils ont fait ça, tu te dis, oh waouh, c'est quand même assez chaud. Mais tout ça, on est au 21e siècle. Et on a un accès... Tout en 4K. Voilà, on a un accès à l'information, on a un accès à des moyens d'éducation sur certains sujets. Mais on va vous nourrir de certaines choses, on va vous mettre un truc et on va vous le rabâcher. Le peu de fois où j'ai regardé les infos pendant le Covid, c'est toujours le même angle, peu importe toujours le même cycle. Peu importe la chaîne que tu utilises. On commence par le décompte des morts. Il y a eu tant de choses. Le niveau d'infection, le niveau du machin, les trucs. Et sinon, dans l'actualité... Après, ça te compte le nombre d'actes antisémites commis en France, machin. Exact. Mais c'était tout le temps ça, en fait. Ça te faisait des statistiques sur le nombre de crimes commis de telle manière, crimes commis contre machin. On parlait tout le temps de terrorisme. Moi, c'est vraiment 2020, c'est l'année où j'ai vraiment déconnecté avec les infos. Et c'est vraiment devenu... Mon cycle d'information, c'est devenu un truc du style... ça commence par Twitter, et après, ça finit sur un lien d'article, tu vois. Twitter on va discuter d'un sujet jusqu'à ce que tu vois un lien d'article vers Le Monde ou Le Parisien ou quoi qu'est-ce. Et là, tu commences à lire les infos par rapport au sujet qui a été mis en avant sur Twitter. Et c'est là que je me suis rendu compte que souvent sur Twitter, les choses dont on parle, genre le cycle d'actualité que tu vas voir, tu vas te rendre compte qu'il n'a strictement rien à voir avec le cycle d'actualité de TF1 ou de BFM TV. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Parce que... et je ne veux même pas citer TPMP parce que ça c'est encore autre chose. Je pense que lui, il a pris sa gouache là, à cette période. Purée, non, mais c'est incroyable. S'il y a vraiment un truc que je n'ai jamais regardé, et même un extrait quand on me le propose sur les différentes plateformes, et je zappe tellement vite, je mets tellement non, je veux pas voir ce genre de Avant, moi, je regardais les extraits. Hein, ouais. Ah non, moi je regardais, mais maintenant, ça me dresse les poils juste de voir son visage, ça me... Je vais casser l'écran, Néné, je vais me casser l'écran. Non, moi pour le coup, pour le coup, je peux vraiment plus, parce que je me dis... C'est tellement... Attends, il y a un coq qui hurle. Ouais, j'ai entendu. J'adore. Il a bugué, c'est pas la bonne heure, là. Non, mais en fait, le voisin, il a un coq. Et le coq, je pense qu'il sait qu'il va mourir. Non, il sonne à cette heure-là. Et il sonne à 2-3 heures du matin. T'es là, tu dis, mais ça fait pas de sens. Le soleil se lève pas. Mais lui... Est-ce qu'il chante... Il chante en lingala ou pas? Oui. Non, je pense qu'il est en horaire de... Voilà. Il est en horaire de... C'est pas grave. Moi, j'ai envie que le coq il soit dans l'épisode. Il a sa place. Il est en horaire de nuit. Je te jure. Et donc, mais non, mais vraiment, moi, je pense que, pareil, j'ai complètement déconnecté sur cette période. Et c'est la période où j'ai vraiment fait un repli sur moi-même, au point où c'était vraiment pas bon, tu vois, et que je me suis dit, non, en fait... J'ai toujours su qu'il y a certaines choses qui n'allaient pas mentalement. Il faut que je fasse le travail dessus maintenant parce que j'allais dire c'est l'occasion rêvée. C'est vraiment pas le bon terme, mais c'était maintenant ou jamais, quoi. Ouais, je comprends. J'aurais jamais autant le temps de prendre le temps de faire une introspection sur moi. Et c'est pour ça que ça a été une des années où c'était... Tu sais, c'était super conflictuel, j'ai envie de dire, parce qu'on se disait, on n'a jamais eu autant de temps, donc on pourrait... faire plus d'épisodes du podcast, etc., faire beaucoup plus. Au final, je pense que juste sur l'année 2020, on a fait peut-être 4 épisodes, parce que vraiment, en fait, c'est là que tu te rends compte que, en fait, l'entertainment,
même si parfois ça peut donner l'impression qu'on est là, on va aborder des sujets légers, etc., ça reste super difficile quand t'es en plein dans une crise qui est mondiale en plus, de se dire on va continuer à faire ce qu'on fait comme si de rien n'était, enfin pas vraiment comme si de rien n'était, mais on doit continuer à faire toutes nos activités classiques, donc continuer à travailler, etc., et prétendre que ça ne nous affecte pas. Pour vous accompagner. À un moment donné, voilà, et à un moment donné, je me rappelle qu'on avait eu une conversation, pour être complètement transparente, c'était Néné qui me disait « Non mais viens, vas-y, on enregistre, ce serait bien d'enregistrer et tout, de parler quand même de certaines choses. » Et où je disais à Néné « Mais en fait, franchement, je pense que là, si j'enregistre, je vais transmettre des ondes tellement négatives, c'est pas bon, ça vaut mieux, on n'enregistre pas. » Et j'étais vraiment dans une phase où, pour moi, c'était désespoir sur désespoir. Et ma sœur, elle me le dit toujours, elle me dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si t'as plus d'espoir, ça veut dire que tu ne vis plus, tu t'es morte. » Donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais sortir, moi, sur les ondes, qu'est-ce que je vais sortir et quel message je vais partager si, au fond de moi, c'est que du désespoir. C'est pas possible. Ouais, donc j'ai profité de ce temps vraiment pour faire le travail sur moi-même. Le seul truc qui je trouve qui a été assez bénéfique, c'était une période qui a forcé à se dire que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut aussi prendre soin de soi. Et ça a aussi révélé l'égoïsme de beaucoup de personnes et le manque de considération de beaucoup de personnes. Et ça m'a permis aussi d'ouvrir les yeux sur certaines choses où tu te dis, ah ben on peut te dire ça comme ça, et en fait c'est ça qui se passe. Parce que quand je vois le traitement, les agitations qu'il y avait sur plein de trucs, etc., mais que tu vois le comportement d'autres personnes juste après, comme si ça n'avait jamais existé, alors j'étais pas naïve, je savais que c'était quelque chose qui pouvait arriver, mais ça m'a rappelé que être un petit peu méfiante, un peu réservée, c'est pas mauvais. Que avant de pouvoir prendre soin de qui que ce soit, il faut que je puisse prendre soin de moi. Ça m'a permis de redéfinir aussi. Ça m'a permis de redéfinir aussi un petit peu mes limites. Et ça m'a aussi rapproché de beaucoup de personnes. Parce que du coup, le fait d'avoir du temps et que tout le monde ait du temps, c'est-à-dire que tu perds pas ton temps dans les transports, tu n'as pas toutes tes activités, machin, etc. Parce que finalement, tu vois les gens que tu vois le plus parce que vous travaillez ensemble, parce que vous habitez à côté, etc. Mais les gens qui sont un petit peu loin, vous faites toujours des programmes, mais ça ne se réalise pas. Mais là, comme tu ne perds pas 45 minutes à aller à ton travail le matin, 45 minutes à rentrer le soir, à commencer à faire à dîner, à commencer à faire les machins, etc., etc., bien sûr, tu as toujours tout ça parce qu'il fallait garder une certaine normalité dans tout ça. Mais moi, pendant un moment, j'étais en travail partiel en temps partiel, parce que le travail que je faisais, et ben, en fait, si t'as pas toute l'activité qui suit derrière, bah, forcément, tu peux pas maintenir 5 jours sur 7 de travail de 8h à 20h. Impossible. Donc, du coup, bah, t'es en travail à temps partiel, et c'était trop bien parce que du coup, moi, j'avais choisi de travailler le matin parce que je suis plutôt matinale. Mon binôme travaillait l'après-midi, ce qui était parfait. Et du coup, tu te réveilles le matin, tu fais ce que tu as à faire, machin, etc. Tu fais ta petite routine où tu dis, ah bah là, cet après-midi, je vais faire telle chose, etc. Et finalement, le temps que tu perds en trajet entre 18 et 19 heures, eh ben, tu te dis, ah bah tiens, je vais appeler un tel. Et donc, vous vous appelez, vous vous parlez, vous prenez des nouvelles, vous rigolez, machin, etc. Ouais. Et après, tu continues ta vie. Le lendemain, t'appelles une autre personne. Et puis, parfois, t'appelles personne parce que t'as envie d'être tranquille chez toi. Quand les sorties ont commencé à être un petit peu autorisées, machin, bah, je me disais, bah, je prends la voiture, je vais aller un petit peu chez mes parents parce qu'il y a un jardin. Ça va me permettre de passer un peu de temps avec eux, etc. Je sais que ma mère, parfois, elle profitait pour passer me voir. Elle me disait, ah, mais toi, t'es toute seule dans ton appartement. Je vais passer te voir pour passer un peu l'après-midi. Je dis, bah oui, mais tu te dis, bah, t'as pas besoin de te faire du souci pour moi parce que moi ça va. Et je le dis, je l'ai vraiment bien vécu mon confinement, mais j'ai des personnes autour de moi qui ont très mal vécu le fait de ne voir personne et de devoir rester enfermé chez soi. J'en ai beaucoup qui rapidement se sont dit, non, moi j'y arriverai pas, je vais aller me confiner avec d'autres personnes, quitte à m'engueuler avec les personnes pendant les moments où on est confiné, mais pour avoir ce sens de normalité, j'ai besoin d'être avec des gens parce que je n'y arriverai pas tout seul. Moi, j'ai des amis, ils ont fait des confinements dans des maisons, dans des machins, où ils sont tous dans des boulots différents, mais d'avoir cette émulation, parce qu'on est tous en même endroit, on est tous en train de travailler, de pouvoir boire des coups et de manger, de se faire des trucs, ça a aidé beaucoup les familles aussi qui se sont confinées ensemble. Ça a beaucoup aidé. Donc, je pense que chacun est parti chercher du réconfort là où
ils pensaient trouver sa normalité. Premier confinement, tu peux aller te faire avec des potes. Et puis deuxième confinement, tu dis, finalement, le premier confinement, c'est pas très très bien passé. Je préfère faire ce confinement-là chez moi. T'as beaucoup de personnes qui habitaient dans des petites surfaces qui se sont dit, non, je préfère avoir un boulot un petit peu moins payé et habiter plus loin. Mais au moins avoir cette idée de, j'ai envie d'espace, où ça donnait envie aux gens d'acheter des maisons des maisons de vacances, ça a donné envie aux gens de déménager, etc. Parce que finalement... Et je trouve que ça aussi, c'était difficile de voir la manière dont... en fait, je trouve que les inégalités sociales, elles se creusaient encore plus. Parce qu'on a vu des gens, par exemple, se dire... voilà, si on va être confiné, on contacte une agence d'immobilière sur un coup de tête et on se dit, voilà, on vit dans une capitale, on sort de la capitale, on achète une grosse maison en campagne et on va tous se confiner dans notre grosse propriété en campagne et ce sera beaucoup plus agréable. Alors que tu as des gens qui ont toujours vécu dans un appart qui était beaucoup trop petit par rapport à la taille de leur famille, mais ça leur convenait parce que chacun avait ses activités dehors. Mais maintenant, quand vous êtes tous obligés d'être au même endroit et vous n'avez pas le choix... J'imagine même pas à quel point ça doit être insupportable de te dire que le seul endroit où t'as droit d'être, c'est un endroit où t'as pas ton espace, quoi. T'as aucune intimité, t'as rien. Et t'as aussi ces personnes, ces couples qui se sont séparés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne se supportaient pas. Et là, tu te rends vraiment compte du cynisme du truc, c'est que vous êtes tellement occupés dans votre journée que vous avez même pas le temps de vous rendre compte que vous n'êtes pas compatibles ou vous n'êtes plus compatibles. C'est ça aurait pu durer combien de temps comme ça? Non, mais ce sont des mascarades. Ce sont vraiment des mascarades. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Enfin, moi, personnellement, c'est un truc que je me dis, mais c'est la folie du truc, quoi. La folie du truc où tu te dis, non, en fait, ça marche pas. Impossible, ça marche pas du tout, ce truc, quoi. Et donc, il y a toutes ces petites choses. Finalement, moi, j'en ai quand même tiré du bon parce que je me suis rendu compte que j'appréciais ma propre compagnie. C'est quelque chose que j'avais l'impression d'avoir un peu perdu en rentrant dans le monde du travail, en disant que tu dois répondre à toutes ces implications sociales, etc. Mais ça m'a permis de rebalancer, de pouvoir dire non à certaines choses et de me dire que, moi, j'aime pas tant que ça d'être avec les gens. Enfin, j'ai jamais aimé, et j'ai beau me forcer, quand je veux, quand je veux pas, faut vraiment pas me forcer. Et ça m'a permis aussi de me rapprocher de certaines personnes, ça m'a permis aussi de clarifier des relations avec certaines personnes, ça m'a permis de prendre soin de moi, et aussi de prendre le temps de réfléchir sur ce que je voulais réellement et comment je voyais les choses, comment je me sentais par rapport à certaines choses. Et bon, après, tout n'est pas parfait parce que voilà, on est presque 5 ans après. Il y a un travail qui a été peut-être une petite graine qui a été posée à ce moment-là et c'est seulement aujourd'hui où tu sens que, voilà, là, ça repart. Là, on travaille dessus, etc. Parce que je pense que c'est trop facile d'oublier ce qui s'est passé. C'est trop facile de se dire, en fait, il y a eu ça. Et j'ai remarqué que ça arrive beaucoup dans des événements traumatiques de la vie. T'oublies facilement, en fait, que ça s'est produit jusqu'au jour où il y a un moment fatidique qui te ramène à ça. À la réalité. Et tu te dis, mais en fait, ça m'a... Mais je pense qu'on a tous ça. Hein. Je pense qu'on a vraiment tout ça. Toutes les personnes qui ont été confinées ont ce truc parce que à toutes les personnes auxquelles j'ai demandé cette question, c'était est-ce que depuis... Est-ce qu'on va dire... Il y a, déjà, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un après-Covid, mais on n'a plus du tout la même perception du temps. Quand tu vas essayer de te rappeler d'un souvenir de machin, et ben tu remarques que beaucoup de gens ont du mal à se dire « Attends, c'était quoi? C'était 2021 ?» Et ils te disent des trucs du style pour se repérer, ils se disent « Ça, c'était quoi? C'était le deuxième confinement? Non, ça, c'était quand on avait été confiné après le truc de machin. » Ça a vraiment changé quelque chose, genre la boussole interne, elle a été chamboulée chez tellement de personnes. Je sais pas combien de temps il nous faudra pour que ça se remette en place. Moi, je pense que c'est perdu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de bulles là, de moments qui ont complètement disparu. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Ah oui, mais moi, parce qu'on était tous en mode survie. Je pense qu'il y a des moments de cette année et demie qui se sont complètement effacés, mais j'ai l'impression que c'est une réponse traumatique, quoi. Où tu te dis, oh là, ça c'était trop dur, je préfère effacer et ne pas y penser.
mon cerveau peut-être que ça se faisait en instantané même. Hein. Peut-être ça se faisait en instantané. En fait, pour qu'elle continue à fonctionner aujourd'hui et demain, là, elle doit oublier. Juste tout le temps effacer, recommencer. Ah oui, c'est ça. Surtout que moi, au début, j'étais contente. Je disais, trop bien, on nous force à rester à la maison, machin. Alors, je dis pas que c'était facile parce que oui, j'ai bien vécu mon confinement, mais ça n'empêche que t'as des moments où tu te dis, mais en fait, j'ai envie de sortir tranquillement, prendre l'air, etc. Mais c'est juste ce côté hyper anxiogène où tu sors, tu vois tout le monde avec des masques, tout le monde se regarde avec des regards méfiants. T'as l'impression que tout le monde va balancer tout le monde. Genre, elle est sortie à 10h10 et elle devait rester 30 minutes, mais elle est rentrée chez elle, il était 11h10. Attention, je vais la dénoncer. T'es là, tu te dis, non, mais quand même. C'est bien français, ça. Non, mais c'est vraiment un truc, c'est n'importe quoi. Peuple de délation. Franchement. Mais à côté de ça, je me dis, j'en ai tiré je pense, de bons enseignements. Aujourd'hui, je me dis, il y a cet avant, cet après. J'ai l'impression que le monde tourne de moins en moins bien, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est un peu sur une rayure. Il y a une rayure sur le disque, mais le tourne-disque n'arrive pas à passer au-dessus. Donc, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Tu vois, je pense aux générations futures, au monde qu'on va leur laisser. Je me demande si nos parents avaient cette sensation-là aussi, parce que c'est quelque chose que j'avais pas. En tout cas, je ne pensais pas avoir avant, mais finalement, je pense que je suis un peu anxieuse comme personne sur certains points et je commence à me projeter. Je sais pas si c'est parce que ma fille est arrivée dans ma vie et que du coup, là, tu penses beaucoup à l'après. Je me suis dit, mais quand je vois l'état du monde aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Tu vois le prix des logements. Ouais, mais même déjà maintenant, moi, je suis persuadée que ces enfants, ils ont besoin de thérapie. Là, il y a toute une génération... moi, mon fils, il était casanier. Il était casanier jusqu'à... Je me bats encore avec ça. Hein. C'est pas normal pour un enfant d'être casanier. Tellement il a été habitué à être tout le temps à la maison, tout le temps avec nous. Comment tu proposes à un enfant de 5 ans, tu lui dis, ouais, viens, on va là-bas. Il dit, non, je préfère rester à la maison. Non, c'est pas normal. Donc c'est vraiment... Je pense que... Je sais pas quand est-ce que... ça sortira tout ça, mais tu sais, il y aura des études qui sortiront d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, ou quand ils seront adultes, qui expliqueront qu'il y a une génération d'enfants Covid et de l'impact que ça a eu sur leur santé mentale. Parce que moi, je suis sûre qu'ils sont calibrés différemment. Bien sûr. C'est pas normal que tes premières années, tu les vives comme ça. T'as pas eu droit aux interactions que t'es censé avoir dès le début. Enfin, non. Ouais. On va les voir, les séquelles. Il y a les enfants génération Covid, mais tu as aussi les enfants avec les réseaux sociaux. Comment un enfant... moi, je sais pas, moi, mon temps, quand mes parents me disaient de rester à la maison, c'était le bagne. Je dis, mais attends, on peut être dehors avec les copains, quoi. Et tu veux que je reste à la maison ? Oui, mais il pleut. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. S'il pleut, je peux sortir. Alors que là, les enfants, ils préfèrent rester devant les jeux vidéo, rester à l'intérieur. Ils vont faire des jeux où ils se parlent plutôt... Ils vont jouer à Fortnite plutôt que d'être dehors et jouer ensemble. Enfin, je sais pas, jouer aux cow-boys et aux voleurs. Enfin, faites jouer à la marelle, faites des foot. Enfin, j'en sais rien, moi, des trucs d'enfants. Quand on a emménagé dans notre dernier appart, j'aurais dit, les enfants, il y a un jardin. Je veux vous voir creuser des tunnels dans ce jardin, genre créer des aventures incroyables, je ne sais pas, faites quelque chose. Mais c'est vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas utiliser le jardin, c'est pas possible. Mais construisez-moi une cabane, faites un truc, quoi. Faites des réunions et râlez quand je vous appelle. Tu rentres à la maison, tu me dis, ah maman, j'ai ramassé des escargots, un verre de terre, je sais pas, faites des cultures, je sais pas. Et puis même, tu vois, genre, comment on râlait quand nos parents ils nous appelaient pour nous dire qu'il fallait rentrer. Râle parce que je t'appelle, je te dis... On disait, mais non, mais je suis en plein milieu d'une expédition. Là, qu'est-ce que tu me racontes, ça, genre, un tel vient manger, c'est l'heure de manger, et puis on te râle, non, tu vas pas manger comme ça, tu vas prendre ta douche, et après tu viens manger. Et que là, un enfant, tu lui Alors que j'étais en pleine exploration archéologique, on me coupe dans mon travail. Indiana Jones, c'était moi. Et là, tu vas voir un enfant qui râle parce que tu lui as coupé les dessins animés, et tu lui dis, mais va jouer dehors. Ça fait pas de sens. Ouais. Et c'est vraiment c'est ça, leur compliqué. Punition, c'est va dans le jardin. Non mais franchement, et même je trouve que sur les interactions sociales, je pense que ça a eu énormément d'influence. On se rend pas, enfin je pense qu'on s'en rend compte. Il y a sûrement des études là-dessus, mais je pense qu'on sous-estime l'impact que ça a eu sur les interactions sociales. Ta façon de te comporter avec les gens, la façon dont tu te présentes avec les gens. On est de nature méfiante maintenant. Ouais. Le premier sentiment, c'est la méfiance.
ou la distance, tout simplement. C'est juste, c'est de se dire, non, j'ai pas besoin de ça, en fait, c'est secondaire. Exactement. Alors que non, on est des êtres sociaux, justement, on devrait être capable de se parler, on devrait être capable d'interagir, on devrait être capable d'échanger, mais il y a toujours ce truc de méfiance, de distance, où, ouais, franchement, c'est dommage. Et en plus, c'est un truc que j'aimais beaucoup quand je venais d'emménager à Londres, c'est que je trouvais que les gens étaient beaucoup plus avenants et que tu allais facilement, je sais pas, tu vas aller dans n'importe quel magasin, à la caisse, la caissière, elle t'appelle à discuter avec toi. Et les Anglais, ils vont pas râler parce qu'ils sont dans la file. Ils vont devoir discuter avec la caissière, ils vont se dire non, c'est tout à fait normal, ils sont en train d'avoir une interaction, on va les laisser aller au bout de leur conversation et après, ce sera mon tour de passer à la caisse, quoi, c'est tout. Mais même ça, je trouve que ça se meurt aussi ici, parce que l'impact, il est universel. Donc, ouais. C'est un impact très global. Exactement. On verra d'ici 5 ans encore, qu'est-ce que ça donnera. 2030, si on sera des fous malades ou pas. On en reparle, effectivement. Eh bien, écoutez, c'était le dernier épisode de l'année 2024 du Thé Noir. Merci à toutes et à toutes de nous avoir écoutés. Dites-nous, faites un peu votre bilan de 5 ans après le Covid. Est-ce que vous avez remarqué des changements dans vos vies? Est-ce que vous avez rien remarqué? Ou est-ce que vous êtes comme nous en train de vous dire qu'il y a un glitch dans la matrice et que la Terre va arrêter de tourner? Voilà. D'ailleurs, j'ai regardé tous les Matrix là, dernièrement. J'ai regardé Matrix et Terminator. Parce que j'ai vu une interview de la fille qui a écrit les 2 histoires, qui expliquait que Terminator, c'est le prequel de Matrix, dans sa manière de l'écrire. D'accord. Ouais, laisse tomber. Donc, je me suis refait tous les films, j'ai trop kiffé. Oh là là, Ouais, eh ben, écoute, laisse tomber. Des choses à rajouter sur la liste pendant notre temps de pause, et je mets des guillemets. Yes. Voilà, vous savez où nous retrouver pendant ce temps, sur Instagram, sur Twitter et par mail ou sur Not Gonna Lie. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. On se donne rendez-vous pour les nouveaux changements du Thé Noir en 2025. Hein, comme tout le monde, New Year, New Me, New Us. Voilà. Ou pas. On va voir. Ouais. Non, moi j'ai décidé d'être une connasse. Voilà, tout simplement. Voilà. On continue dans le je te pique, tu me piques, je te pique, et on voit qui va être mal à l'aise. Voilà. A priori, de 2025, ça change pas tant que ça. Et avec Ndaya, on était d'accord, on a trouvé ce mème qui est très très drôle en lingala, et on est vraiment désolé parce que on va vous le traduire, mais ça va perdre un peu de cette essence. Mais pour les lingalophones, on va vous le mettre en lingala parce que c'est vraiment le même suprême. C'est, tu vois, les colères du passé, tu vas te prendre une baffe d'aujourd'hui. C'est l'énergie de 2025 du Thé Noir du podcast. Donc, les colères du passé. C'est la baffe d'aujourd'hui que tu vas prendre. Une baffe vraiment pas. Voilà. C'est tout pour nous pour 2024 pour le Thé Noir, et on se dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Bye. Bonne année. Bonne année. On a réussi, on a survécu. On a survécu.